Merci beaucoup à tous de vous être rejoints à ce webinaire sur l'évaluation climat du budget des collectivités et en particulier un webinaire dédié à apporter plus de détails méthodologiques sur le volet neutralité carbone de ce cadre méthodologique. Donc, je suis Morgane Nicole, directrice du programme Territoire chez I4CE. Je vais vous présenter très rapidement qui nous sommes et je vous laisserai aller voir sur notre site internet pour plus de détails. Donc, I4CE, nous sommes une association loi 1901 qui a été cofondée par la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement en 2015, qui, en tant que think tank, a pour mission d'informer le débat public sur les enjeux économiques et financiers liés au climat. Tous nos travaux sont rendus publics et sont disponibles sur notre site internet et diffusés notamment dans notre newsletter. Il ne faut pas hésiter à s'inscrire à notre newsletter. Et nos travaux sont aussi diffusés par nos partenaires et j'en profite pour remercier pour ce projet, en particulier France Urbaine et l'Association des maires de France qui nous suivent depuis le début du projet, tout comme l'ADEME et EIT Climate Kick. Et puis on remercie également tous les autres soutiens qui ont diffusé à la fois le cadre méthodologique et l'invitation à ce webinaire. Donc, avant de commencer, quelques petits détails logistiques. Ce webinaire déjà est enregistré et sera mis en ligne sur notre site internet pour être disponible pour d'autres personnes qui voudraient le visionner plus tard. Par ailleurs, nous allons faire défiler les différentes interventions les unes après les autres. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure et on y répondra en fin de webinaire. Et également, ces questions viendront alimenter une foire aux questions qu'on mettra en ligne sur notre site internet dans quelques semaines. Voilà. Alors, pour ce webinaire, vous allez d'abord avoir une présentation par Antoine Gox et Marion Feutet d'I4CE, des détails sur le cadre méthodologique, sur la méthodologie neutralité carbone pour l'évaluation climat du budget. Puis ensuite, nous aurons la chance d'avoir des retours d'expérience des 5 collectivités partenaires du projet. Donc, Hugo Mattei pour la ville de Paris, Pierre Loméré pour la ville de Lille, Audrey Delmar pour la métropole européenne de Lille, Raphaël Le Boucher pour la métropole du Grand Lyon et Michael Lux pour l'Eurométropole de Strasbourg. Je laisse la parole maintenant à Antoine pour commencer la présentation de la méthodologie. Merci beaucoup Morgane. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Antoine Gox, je suis chef de projet Territoire et Climat à I4CE. Et je vais prendre donc la main pour quelques minutes seulement pour vous redonner quelques points d'information sur d'où vient cette méthodologie. Quelques points seulement, puisque l'objectif de ce webinaire technique, c'est de pouvoir rentrer plus en détail dans la méthodologie et son application de manière concrète. Et d'ores et déjà, je vous signale que pour avoir une présentation générale sur les grands principes et intérêts de cette méthodologie, vous pouvez retrouver sur notre site internet d'une part le petit fascicule à destination plutôt des élus et décideurs qui présente de manière rapide la méthodologie et également le replay de l'atelier qui avait été organisé lors des assises européennes de la transition énergétique de Dunkerque en janvier dernier. Je passe la diapo si ça veut bien fonctionner. Ça ne veut... Voilà. Donc, le contexte de cette méthodologie, c'est notamment à la suite de l'initiative qui avait été prise par l'OCDE lors du One Planet Summit sur le Paris Collaborative on Green Budgeting, c'était d'essayer de voir comment une analyse des impacts environnementaux de chaque ligne des budgets pouvait nourrir une évolution du changement, une réorientation également des crédits dans le sens de la transition et réduire les impacts. C'était une initiative à laquelle, d'une part, I4CE a tenté d'apporter sa pierre en proposant une évaluation
sur les impacts climatiques du budget de l'État en 2019 et à laquelle également l'État, via une étude de l'Inspection générale des finances et du Commissariat général à l'écologie et au développement durable, a fait une proposition également d'évaluation environnementale du budget de l'État qui a pu faire l'objet d'une mise en œuvre, comme vous avez sans doute pu le voir, dans le cadre du projet de loi de finances 2021, avec un premier rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État. Donc une dynamique qui est engagée en France au niveau national, mais également qui concerne les collectivités territoriales et l'ensemble des organisations, finalement, puisque pour atteindre les objectifs, par exemple sur l'accord de Paris en matière de climat, il y a un enjeu à pouvoir mesurer quels sont les impacts réels de l'ensemble des dépenses des organisations. Et donc, ça a été l'objet de cette initiative prise par I4CE d'essayer de co-construire une méthodologie à destination des collectivités territoriales plus spécifiquement, co-construire, puisque ça a été l'objet de travaux pendant toute l'année 2020 avec plusieurs collectivités, 5 collectivités, la ville de Lille, la métropole européenne de Lille, la métropole du Grand Lyon, la ville de Paris et l'Eurométropole de Strasbourg, qui donc vont pouvoir témoigner tout à l'heure à la suite de la présentation de la méthodologie. Quelques mots, donc, Morgane l'a dit en introduction, sur les différents partenaires qui soutiennent cette initiative, notamment au-delà des partenaires réseau qui sont associés à ce webinaire, France Urbaine et l'AMF, des financeurs du côté de l'ADEME et de Climate Kick, et d'autres réseaux qui sont en intérêt et en soutien pour cette démarche et cette méthodologie. En 2 mots, pour aller un petit peu plus loin, si ça veut bien passer. La diapo ne veut pas passer. Bon, Marion, je veux bien que tu prennes la main finalement, parce que ça bug de mon côté. Désolé pour le petit souci technique. En 2 mots pour rappeler, merci Marion, de quoi il s'agit sur cette évaluation climat du budget. On n'est pas dans une logique de budget carbone telle qu'ils ont pu être définis, par exemple, par la stratégie nationale bas carbone en France, c'est-à-dire un volume d'émissions de gaz à effet de serre en équivalent carbone sur une donnée précise. Ce n'est pas également une évaluation du coût d'un plan climat air-énergie territorial, ni un bilan carbone où on compte les émissions. C'est une analyse de toutes les dépenses d'un budget, que ce soit sur l'aspect investissement ou fonctionnement, avec les objectifs climatiques de la France, voir quels sont les impacts à partir d'une taxonomie de ces dépenses pour nourrir les décideurs et avoir une vision plus précise de l'impact d'un budget en matière de climat. Et la méthodologie telle qu'elle a été construite, il s'agit bien d'une méthodologie qui permet de proposer une lecture ligne à ligne de budget autour de différents enjeux. Pour le travail qui a été mené, ce qu'on va approfondir aujourd'hui, c'est sur le volet de l'atténuation, donc de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a produit également une deuxième brique sur l'adaptation et qui fera l'objet donc d'un second webinaire technique le 13 avril prochain. Mais c'est également un cadre méthodologique qui peut permettre d'adjoindre d'autres briques thématiques sectorielles sur d'autres enjeux environnementaux, et notamment on espère pouvoir avoir une brique supplémentaire autour de la biodiversité qui pourrait être co-construite avec une expertise spécifique sur la biodiversité, avec potentiellement la CDC Biodiversité. Donc voilà le cadre général tel que je voulais le rappeler en quelques mots, et donc je vais passer la parole donc à Marion Feutet d'I4CE pour rentrer plus en détail dans la méthodologie atténuation, neutralité carbone. Merci. Bonjour à tous. Donc, Marion Feutet, je suis chargée de recherche à I4CE. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette annexe sur la neutralité carbone atténuation, ou comment en fait évaluer les impacts sur les émissions de gaz à effet de serre des dépenses d'une collectivité territoriale. Alors, cette présentation de l'annexe sera en 3 parties pour vous aider à mieux vous repérer dans les documents disponibles et dans cette présentation. Donc, premièrement, je vais vous présenter la démarche à mettre en place par la collectivité. Et vous pouvez retrouver cette démarche notamment dans la synthèse pour décideurs et le webinaire enregistré disponible sur notre site, comme vous l'a dit Antoine.
Deuxièmement, quels sont les principes méthodologiques, les grands principes et nos partis pris? Ceux-ci sont également détaillés dans le guide méthodologique. Et troisièmement, concrètement, comment mener l'analyse avec 2 annexes techniques, une sur l'atténuation et une sur l'adaptation. Et la méthodologie atténuation que nous allons voir aujourd'hui est accompagnée d'un fichier Excel pour rendre l'analyse la plus opérationnelle et pratico-pratique possible. Donc, tous ces documents sont disponibles sur notre site internet et sont sous licence Creative Commons. Donc, vous pouvez donc les reprendre tels quels en nous citant. Donc, première partie, quelle démarche mettre en place, quelle gouvernance mettre en place. Donc, le portage de cette démarche doit être au plus haut niveau administratif possible et accompagné d'un soutien politique si possible, parce que c'est un projet qui va concerner l'ensemble des services et il est donc important d'avoir un soutien pour ce projet qui vient plutôt du top management si possible. Ce projet, parce qu'il les concerne aussi directement, doit être mené avec la direction des finances et ou du budget, contrôle de gestion ou évaluation interne, parce qu'ils vont avoir l'expertise notamment budgétaire. Et enfin, et aussi la direction de l'environnement pour son expertise et l'apport qu'elle va avoir sur la dimension climat. Donc, cette direction de l'environnement doit également être impliquée si elle existe. Si elle n'existe pas, la Direction générale des services pourra remplir ce rôle. On conseille aux collectivités territoriales de réaliser cette évaluation en interne parce que cela favorise l'appropriation et la transversalité de la méthode et des enjeux climat dans la collectivité territoriale. Donc, sur quelles données faire cette analyse? Alors, il est possible de faire cette évaluation sur tout type de documents financiers, donc compte administratif, budget prévisionnel, programmation pluriannuelle, fonctionnement ou d'investissement. Et cette analyse va bien porter sur toutes les lignes budgétaires, que ce soit investissement ou fonctionnement. Il est possible de capitaliser sur l'expérience. Donc, comme les collectivités partenaires pilotes avec lesquelles on l'a fait, il peut être pertinent de réaliser d'abord l'évaluation sur le compte administratif, sur lequel on a plus de données disponibles, avant de se lancer sur des documents prévisionnels. Donc, deuxième partie de cette présentation, quels principes méthodologiques sous-tendent le cadre d'évaluation atténuation? Donc, tout d'abord, les 5 catégories que nous avons construites, elles ont été basées sur l'objectif net zéro carbone en 2050, donc c'est-à-dire sur la stratégie nationale bas carbone de la France. Donc, pour chaque ligne de dépense, on va en fait se poser la question, est-ce que cette dépense réduit ou augmente les émissions de mon territoire? Et pour répondre à cette question, nous avons créé ces 5 catégories qui vont de très favorables à défavorables. Donc, la catégorie très favorable est une dépense qui a un impact très positif sur le climat aujourd'hui et demain. Elle est donc compatible dans une France neutre à carbone. Par exemple, une ligne budgétaire de rénovation thermique de bâtiments. Deuxième catégorie, la catégorie favorable sous conditions. C'est une dépense qui permet une réduction des émissions, mais qui est insuffisante pour atteindre la neutralité carbone ou qui présente un risque de verrou technologique à long terme. C'est par exemple l'achat de bus au gaz. Ce bus au gaz pourra être compatible dans une France neutre à carbone si c'est du biogaz, du gaz décarboné, mais ça peut être aussi alimenté avec du gaz conventionnel et c'est pour ça qu'on le met dans la catégorie favorable sous conditions. Une catégorie neutre, c'est une dépense sans impact significatif sur la trajectoire de neutralité carbone. Donc, ce sont par exemple des dépenses sociales. Et une catégorie défavorable, ce sont des dépenses qui sont incompatibles avec la neutralité carbone parce qu'elles induisent des émissions de gaz à effet de serre significatives. Donc, par exemple, des dépenses de carburant. Et enfin, une catégorie indéfinie. Ce sont des dépenses où on sait a priori qu'il y a un impact sur le climat, mais en l'état, elles ne sont pas classables parce qu'on manque d'informations ou parce qu'on manque de données. Et on va pouvoir les classer au fil des années à force d'avoir de nouvelles remontées d'informations. Ce sont par exemple des frais d'études ou certains achats. Donc, je voulais faire un petit focus sur les 2 catégories neutres et indéfinies.
parce que la catégorie neutre, c'était pour vous signaler que c'est un vrai neutre, c'est-à-dire que les dépenses classées comme neutres n'ont pas but de devenir vertes. Et la catégorie indéfinie permet de signaler qu'on a un besoin de remontée d'informations et ça permet de signaler à la collectivité que sur ces dépenses classées comme indéfinies, il va y avoir un effort à fournir pour pouvoir les classer au fil des années. Cette slide est là pour vous présenter l'arbre qui est disponible, l'arbre de décision qui est disponible dans l'annexe atténuation et qui est surtout une aide à la compréhension pour comprendre comment on a classé les dépenses. Alors, une fois qu'on a ces 5 catégories, on va les utiliser pour classer les dépenses en fonction du secteur ou du type d'action auquel la dépense se rattache. Donc, on a créé ce qu'on a appelé des hypothèses structurantes qui sont en fait une taxonomie d'actions en fonction soit du secteur, soit du type d'action. Donc, on a des hypothèses sectorielles sur le bâtiment, le transport, l'alimentation, les déchets, l'énergie, le numérique ou les espaces verts, ou des hypothèses transverses, donc comme les dépenses de personnel, frais de déplacement, les taxes, les subventions, la commande publique ou la compensation carbone. Donc, par exemple, une ligne de dépenses pour la construction d'une école va se rattacher à l'hypothèse structurante bâtiment, construction. Et je voulais vous illustrer ces hypothèses structurantes avec un exemple plus concret. Donc, sur l'achat de véhicules, par exemple, si on a des achats de véhicules qui émettent moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre, alors la dépense sera classée comme très favorable. Par contre, s'ils émettent plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, alors la ligne de dépense sera classée comme défavorable. Ce seuil de 50 grammes nous est donné par la taxonomie européenne qui a donné plusieurs critères que nous avons repris pour établir cette taxonomie et ce guide atténuation. Donc, troisième partie, concrètement, comment mener l'analyse? En pratique, comment ça se passe sur les documents budgétaires? Donc, tout d'abord, quel périmètre d'analyse je vais prendre? On conseille de prendre le périmètre le plus large possible. Donc, le budget principal, bien évidemment, et les budgets annexes sur les thématiques climat à minima. Donc, par exemple, ici, prendre en compte le budget annexe qui concerne la chaleur et les réseaux de chaleur. Et si possible, de regarder les budgets des entités que la collectivité finance à travers des subventions ou des dotations. Donc, par exemple, la DSP Transport. Sur ce périmètre, on va travailler en dépenses réelles, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les écritures comptables, par exemple. Donc, une fois qu'on a défini ce périmètre et les budgets qu'on va prendre, on va regarder sous quel format prendre ces budgets. Donc, le mieux, c'est de regarder la présentation croisée du budget, c'est-à-dire la présentation qui nous permet de voir la nature comptable de la dépense et la fonction budgétaire à laquelle elle est rattachée. Donc, par exemple, là, on a la nature comptable construction et la fonction budgétaire théâtre. Et ce croisement, en fait, va nous permettre de pouvoir rattacher cette ligne budgétaire à une hypothèse structurante, donc ici, construction. Ensuite, on va définir à quel niveau de granularité descendre. Donc, plus on descend dans la granularité, plus on a une maille fine sur le budget, plus on va avoir de détails et plus il va être facile de classer la dépense, mais plus on va avoir de lignes. Donc, il va falloir trouver un équilibre entre les deux. Par exemple, ici, en fonction budgétaire, si on reste au niveau de la commission rayonnement du territoire, c'est assez vague et on ne va pas pouvoir classer la dépense. Mais si on descend au niveau de l'opération passe-musée, il va être plus facile de classer cette dépense. Donc pour résumer cette première étape, on va choisir quel budget on va inclure dans notre périmètre d'analyse. On va consolider ces budgets et travailler en dépenses réelles. On va les mettre au format présentation croisée, nature et fonction. On va définir un niveau de granularité. Et enfin, on va aussi définir un seuil d'analyse qui va nous permettre
de ne pas avoir analysé les dépenses en deçà d'un certain seuil. Donc, par exemple, en deçà de 50 000 euros, je ne vais pas regarder ces dépenses-là parce que j'aurais déjà pu scanner, on va dire, 90% du budget. Donc, une fois qu'on a ce périmètre, que notre périmètre est défini, quel processus mettre en place? Donc là, c'est la vision globale du processus de qualification pour l'atténuation. Donc, on prend toutes nos dépenses réelles et on va les regarder selon la présentation croisée nature et fonction. Pour faire cela, on a construit avec les collectivités un fichier Excel qui classe pour chaque nature et pour chaque fonction budgétaire et qui dit comment classer les dépenses. Donc, ce fichier Excel se base sur la nomenclature M57 qui va devenir le référentiel pour toutes les collectivités. Mais des tables de transposition existent avec d'autres référentiels. Pourquoi on a utilisé cette nomenclature M57? C'est surtout pour faciliter l'analyse et la rendre la plus rapide et la plus pratique possible. Donc, ce premier screen, grâce à cette nature comptable et fonction budgétaire, nous permet de classer les dépenses en 3 grandes catégories, neutres, indéfinies et à analyser. Et les dépenses à analyser, pour les classer, il va nous falloir des informations complémentaires. Ces informations, elles ne figurent pas dans les budgets, ce sont des informations extra-comptables qu'il va falloir aller chercher, donc, soit en allant voir directement les services concernés, soit dans certains documents où elles existent déjà. Et ensuite, une fois qu'on a l'information, on va pouvoir colorier la dépense selon l'hypothèse structurante à laquelle elle se rattache. Alors, si je rentre un peu plus en détail de ce processus global que je vous ai présenté, la première étape est l'analyse par nature. Alors, c'est important de commencer par la nature de la dépense premièrement et ne pas commencer par la fonction budgétaire parce que la nature prime sur la fonction pour qualifier les impacts climat. Donc, par exemple, voici plusieurs exemples de nature, donc allocation chômage, rémunération du personnel. Et grâce en fait à l'outil Excel, vous allez pouvoir savoir directement si ce type de nature est classé comme neutre, indéfini ou à analyser. Pour certaines, c'est plus compliqué. Donc là, par exemple, pour les allocations chômage, on sait que c'est directement en neutre prestations sociales, mais pour certaines, c'est plus compliqué. Donc, par exemple, les subventions d'équipement versées, on va devoir analyser la fonction en fait, pour savoir dans quelle catégorie classer cette dépense. Donc, comment on fait pour analyser la fonction? Et de la même manière, en fait, le fichier Excel qu'on a va classer certaines fonctions en neutre, indéfini ou à analyser. Donc, voilà plusieurs fonctions budgétaires qui vont être classées grâce au fichier Excel. Donc là, si on reprend notre exemple, les subventions d'équipement, celles qui sont rattachées à de l'action sociale vont être directement classées en neutre. Et si on a des subventions sur des opérations d'aménagement, elles vont être classées en indéfini. Et des subventions sur transport public sur route, là, elles vont être analysées avec l'hypothèse structurante transport. Donc, une fois qu'on a analysé les natures et les fonctions budgétaires des dépenses, on va pouvoir récupérer les informations extra-comptables qui sont soit dans des documents existants, soit qu'il va falloir créer. Et là, donc, par exemple, sur l'exemple qu'on avait tout à l'heure des subventions transport public sur route, on va pouvoir faire remonter l'information. Est-ce que cette flotte de bus est-elle électrique? Est-elle au gaz? Est-elle diesel? Et là, ensuite, on va pouvoir classer la dépense en fonction de ces informations. Donc, quatrième étape, on va faire le bilan de toutes ces lignes, neutres, indéfinies ou à analyser. Et on va pouvoir se concentrer sur les lignes à analyser pour pouvoir les classer avec les hypothèses structurantes, toujours à l'aide de l'outil Excel. Sixième étape, l'analyse transversale complémentaire. Donc là, c'est bien sur l'ensemble des dépenses. On n'applique pas le seuil qu'on a posé au préalable et qui va nous permettre de faire une sorte de râteau pour bien
screener toutes les dépenses. Donc, par exemple, mots-clés aérien, aéroport, on va rechercher ces mots-clés et on va pouvoir les associer à des dépenses défavorables. Et septième et dernière étape, un retour d'expérience en interne, où on va pouvoir savoir où est-ce qu'il va falloir mettre des efforts pour avoir plus d'informations sur certaines dépenses. On va pouvoir mettre en place des indicateurs extra-comptables pour permettre une bonne collecte des données pour les années suivantes. Alors, je vous ai mis quelques exemples d'applications. Donc, par exemple, si on prend la troisième ligne, le croisement nature, biens mobilier, matériel et études, avec la fonction transport sur route. Si on reste à cette granularité-là, on ne va pas pouvoir classer cette dépense. Mais si on descend au niveau de l'opération, renouvellement de bus au gaz, là, on va pouvoir rattacher la ligne à l'hypothèse structurante transport collectif. Et grâce à cette hypothèse structurante, on sait que les transports collectifs fonctionnant au gaz sont classés comme plutôt favorables. Sur la dernière ligne, si on regarde la nature achat, énergie, électricité, on va savoir directement comment classer que c'est une ligne à analyser. Et pour cette ligne, on va avoir besoin d'informations complémentaires. Ici, c'est de l'achat énergie électrique verte. Et on va donc pouvoir classer cette dépense en très favorable. Donc voilà pour la méthodologie atténuation. On a développé une méthode similaire sur l'adaptation et nous allons organiser un webinaire le 13 avril de 9 h à 10h30 qui présentera plus en détail la méthodologie adaptation. Donc n'hésitez pas à le suivre si vous souhaitez en savoir plus. Et je vais redonner la parole à Antoine qui va vous présenter les résultats qu'on peut avoir en menant cette évaluation. Merci beaucoup Marion. Alors c'est dense, hein, beaucoup de points à voir et donc on prend bien toutes les questions qui apparaissent dans le chat pour information pour pouvoir apporter des réponses tout à l'heure par la suite. Donc avant de pouvoir passer la parole à nos différents intervenants des collectivités témoins, quelques minutes sur qu'est-ce qu'on peut faire effectivement avec cette évaluation en termes de résultats. Je te laisse passer la diapo, Marion. Merci. Donc, voilà une illustration possible, potentielle des résultats sur si on applique la méthodologie à l'ensemble d'un budget, que ce soit sur des comptes administratifs ou un budget prévisionnel. On a une coloration qui apparaît avec une part de neutre, une part de très favorable, une part de plutôt favorable, une part d'indéfini. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'on est dans une logique de photographie à un instant T qui permet de faire apparaître ces différentes parts de l'impact du budget. Et dès lors que l'objectif est de reconduire l'exercice d'une année sur l'autre, d'un exercice après l'autre, il s'agit de voir progressivement la part du très favorable augmenter, la part du défavorable se réduire et également la part de l'indéfini se réduire puisque l'objectif, c'est de réussir à identifier les informations extra-comptables qui vont permettre de réduire cette part d'indéfini et de pouvoir la classer soit en favorable, soit en défavorable, soit éventuellement en neutre si c'est ce qui apparaît. Mais a priori, c'est plutôt du très favorable ou du défavorable qui pourrait apparaître en réduisant cette part d'indéfini. Donc voilà une première représentation. Peut-être que cette image globale donne une indication, mais une présentation des résultats plutôt par commission thématique au sein d'une collectivité permet d'un peu plus identifier où sont les dépenses précises très favorables et celles à faire réduire et donner ainsi des informations utiles aux décideurs, aux élus, dès lors qu'ils vont être amenés à faire des arbitrages budgétaires et de ainsi également pouvoir relier les dépenses défavorables par rapport à ce qui a pu être programmé, par exemple dans le cadre d'un plan climat et énergie territorial, où il y a des actions qui sont d'ores et déjà décidées, qui doivent être mises en œuvre par la suite. C'est donc un instrument qui permet de relier
des projets en cours et des décisions qui doivent être mises en œuvre par la suite, avec un état des lieux sur l'impact des dépenses au sein d'une collectivité. Là, encore une fois, l'objectif, c'est d'aider les décideurs à voir que dans leurs différentes dépenses et dans leurs différentes commissions thématiques opérationnelles, il y a des impacts sur le climat et de pouvoir ainsi réussir à transversaliser cet enjeu-là auprès de l'ensemble des élus et des décideurs, de l'ensemble des commissions. Et donc de voir également quelles sont les marges de manœuvre qu'on peut identifier pour faire progresser le vert et faire reculer le marron dans le cadre de cette analyse. Sur la diapo suivante, on peut également partager. Alors, d'abord, c'est une autre manière de dire ce que je viens de dire, hein, une visualisation macro du budget à un instant T, identifier les marges de manœuvre, nourrir les discussions, et puis mesurer l'évolution dans le temps, année après année, de cette coloration du budget au regard des impacts climat. Et sur la diapo suivante, peut-être ici quelques points de vigilance. D'abord, ne pas comparer les résultats d'une collectivité avec une autre si plusieurs collectivités mènent l'exercice. Bien entendu, les situations sont différentes, les politiques sont différentes et on n'est pas ici dans un cadre qui permette d'établir des classements entre collectivités sur celle qui a un budget plus vert qu'une autre, etc. On n'est pas du tout dans cette logique-là, mais bien dans une logique d'identifier des états des lieux et des marges de progression d'année en année pour chaque collectivité. Ça, c'est un point qui est extrêmement important et la méthode n'a pas été faite pour mener des comparaisons entre collectivités. Ensuite, dès lors notamment qu'on a une analyse qui porte sur l'atténuation, mais avec un autre exercice qui peut être fait sur l'adaptation, on ne l'a pas vu aujourd'hui, mais c'est ce qui peut être, et que par la suite, on peut avoir une analyse faite, par exemple, sur l'impact biodiversité, c'est la perspective qui peut être donnée. Il ne s'agit pas d'ailleurs de fondre, agréger ces indicateurs pour essayer d'avoir une coloration qui serait partagée, mais bien d'être dans une logique de distinction de ces enjeux. Une représentation, ici, sous forme de radar, peut permettre de voir la situation sur différents enjeux à partir de ces exercices. Et enfin, il ne s'agit pas de comparer le favorable avec le défavorable, mais bien avoir en tête que le but, c'est de voir le favorable augmenter et le défavorable augmenter. Mais on n'est pas dans une logique ici de comparaison sur les questions de mobilité, par exemple, ou de travaux de voirie. Évidemment, il y aura des colorations qui seront différentes. Donc voilà les quelques points qu'on souhaitait soulever en termes de warning pour attirer l'attention sur ce que la méthode ne peut pas, ne doit pas permettre en termes d'utilisation des résultats qui nous paraissait important de préciser. Et je pense qu'on arrive ici au bout de cette première phase du séminaire sur la présentation de la méthode. Et on va passer donc maintenant dans la deuxième phase qui est sur les retours d'expérience et témoignages des collectivités qui ont donc participé à la co-construction de cette méthodologie et qui l'ont appliquée à leur niveau. Et donc, on a proposé aux collectivités d'essayer de cibler leurs interventions autour de questions pratiques, concrètes, qui se sont posées à elles dans le cadre de cette méthodologie. Donc, je vais tout de suite passer la parole tout d'abord à Hugo Mattei de la Ville de Paris, qui est donc adjoint au chef du bureau Espace Public et Environnement à la sous-direction du budget, autour de ces deux questions de la gouvernance d'une part et du temps nécessaire pour mener cette analyse au sein d'une collectivité. À toi Hugo. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'avais quelques petits problèmes de son. Oui, super. Super, donc effectivement, nous vous proposions de vous faire un petit retour d'expérience autour de la question de la gouvernance en tout particulier, et ce que nous avons mis en place à la Ville de Paris pour conduire ces différents travaux. Tout d'abord, la gouvernance est inscrite par un portage politique fort qui était mené conjointement par l'adjoint au plan climat et par l'adjoint aux finances, qui compte d'ailleurs plus précisément dans son portefeuille la question de la finance verte, avec également une association du cabinet de la maire. C'est la box bleu clair que vous pouvez voir sur cette slide. Et l'importance de ce portage politique pour mener à bien l'exercice a été rappelée très justement par Marion. C'est effectivement très important d'avoir un portage politique fort pour lancer l'exercice. Ensuite, d'un point de vue plus administratif, lorsque la ville s'est saisie du sujet,
en lien avec I4C et les différents partenaires qui ont été évoqués tout à l'heure, le premier enjeu a été de co-construire la méthode et de se l'approprier. À cette fin, on a mis en place une première structuration en mode projet. Alors pourquoi en mode projet? Pour garantir la transversalité qui pour nous est le maître mot de l'évaluation climat en matière de gouvernance. Transversalité entre les métiers du budget, avec la direction des finances à laquelle j'appartiens, mais également avec les métiers du climat, avec la direction de l'environnement, tout cela sous la coordination de la direction générale des services, qui à la ville de Paris s'appelle le secrétariat général, mais c'est très exactement la même chose. Très concrètement, cette équipe projet était constituée de 4 à 5 personnes. Nous n'étions évidemment pas à temps plein sur les questions d'évaluation climat du budget et nous travaillions en temps masqué. Je pense qu'on peut peut-être passer à la slide suivante. Une fois la première version de la méthodologie stabilisée, nous l'avons expérimentée sur les dépenses du compte administratif 2019. Toujours avec cette équipe projet, donc 4 à 5 personnes de la direction générale des services, de la direction des finances et de la direction de l'environnement, mais en allant chercher une expertise sectorielle un peu plus forte, en sollicitant des analystes spécialisés de la direction des finances et spécialisés sur un certain nombre de types de politiques publiques. Nous avons mené 3 ateliers de travail d'une demi-journée avec ces analystes et l'équipe projet, suite à quoi il y a eu un travail de consolidation par l'équipe projet un peu continu et toujours en temps masqué pour produire ces résultats. Donc sur la slide, ces ateliers de travail avec ces analystes sectoriels, ils ont été illustrés par les trois grands secteurs de politique publique que vous pouvez voir: affaires sociales et services aux Parisiens, espace public et environnement, aménagement, logement et développement économique. Et en fait, avec ces 3 ateliers, on a réussi à faire une première passe sur le budget de la ville, sur les dépenses du compte administratif de la ville de Paris en 2019. Et à faire une première expérimentation, une première coloration de ces différentes dépenses suivant la méthodologie qui a été présentée par Marion et Antoine un peu plus tôt. Et ensuite, évidemment, on a eu un travail de consolidation qui a été fait en temps masqué, mais qui ressemble à un travail de consolidation budgétaire un petit peu classique et qu'on a mené côté direction des finances, mais qui n'était pas, qui est vraiment un travail de consolidation classique pour des métiers budgétaires. Et aujourd'hui que nous avons fait cette première expérimentation un peu en chambre, c'est-à-dire au sein de l'équipe projet, nous avons à cœur d'associer les directions métiers et nous avons à cœur de le faire dans le cadre de l'application de la méthode au plan pluriannuel d'investissement de la ville, ce qu'on appelle à la ville de Paris le programme d'investissement de la mandature. Et nous avons repris ce format d'atelier de travail en le déclinant en un atelier d'une demi-journée par direction pour faire intervenir les experts des directions concernées. Par exemple, ce matin, nous avons vu la direction de la propreté et de l'eau. Donc, c'était un atelier qui a duré environ 3 heures, avec 6 à 8 participants, qui comprenaient donc l'équipe projet, plus un analyste sectoriel de la direction des finances, plus le responsable budgétaire de la direction de la propreté et de l'eau et un chef de service opérationnel. Et avec ce format qui reste un petit peu tout de même réduit, on a vraiment réussi à faire une passe sur le projet de programmation pluriannuelle de la direction de l'eau et de la propreté et effectivement à colorier ces différentes dépenses prévisionnelles. Mais en tout cas, voilà, pour nous, globalement, en termes de gouvernance, on trouvait intéressant l'idée de partir d'une équipe projet assez resserrée au tout début pour pouvoir s'approprier la méthode, ensuite l'élargir un petit peu à des experts de la direction des finances qui sont experts sur certains secteurs. Et enfin, pour nous, l'étape ultime en termes de gouvernance, c'est évidemment d'associer plus directement les directions opérationnelles, car on a besoin de leur expertise métier pour avoir des réponses à certaines questions qu'on se pose et réduire la part d'indéfini. Voilà, et donc là, c'est un exercice que nous sommes complètement en train de construire, mais les premiers retours, on a eu 4-5 ateliers pour l'instant dans ce format-là, étaient vraiment positifs. On arrive réellement à avancer avec un format qui quand même réduit la charge un petit peu pour tout le monde, puisque pour les directions métiers qui par ailleurs sont très sollicitées, l'atelier est presque autoportant. Et je pense qu'on peut passer à la dernière slide, qui résume un petit peu ce que l'on vient de se dire. Voilà, 2020, ça a été pour nous le temps d'une première application en chambre par l'équipe projet.
ce qui nous a permis de faire une première communication au Conseil de Paris de décembre 2020 en illustrant les différents résultats que l'on avait obtenus lors de la première expérimentation qui portait sur le compte administratif 2019. Cette année 2021, pour nous, c'est l'année de la précision de la méthodologie, où on va essayer de réduire la part d'indéfini, voir comment on peut intégrer les dépenses de masse salariale, mais également, et c'était l'objet de la slide précédente, c'est l'année où nous allons appliquer cette méthodologie sur notre programme d'investissement de la mandature, donc notre PPI, et accessoirement, d'un point de vue méthodologique, ça nous permet d'associer les directions métiers à ces questions de gouvernance et de mise en œuvre de l'évaluation climat. Puis bon, pour les années suivantes, 2022-2023, 3 petits points, tout ça est encore en cours de réflexion, mais évidemment, nous avons à cœur d'appliquer la méthodologie à nos budgets primitifs et à nos comptes administratifs suivants. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, puisque je sais que beaucoup d'interventions sont prévues par ailleurs. Merci beaucoup, Hugo, pour cette présentation. On va enchaîner sur un autre témoignage derrière de la métropole européenne de Lille avec Audrey Delmar, chargée de mission budget climatique. Autour de cette question de la présentation des résultats, à qui cette analyse s'adresse et à quoi elle permet de… Enfin, qu'est-ce qu'elle peut changer de ce fait? Donc, merci beaucoup Antoine. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, moi je suis chargée de mission budget climatique à la MEL, à la métropole européenne de Lille. Donc, je suis rattachée à la direction transition écologique et climat. Donc, pour cette intervention, je vais d'abord vous présenter en préambule notre champ d'application, puisqu'effectivement, à la MEL, nous avons fait le choix d'utiliser le budget climatique comme un outil d'aide à la décision qui nous permet de nous assurer que nos dépenses sont cohérentes avec la trajectoire fixée par le PCAET. Donc, PCAET, pour nous, qui vient juste d'être approuvé. Donc, vous verrez, donc, nous, on a expérimenté 3 prismes, l'atténuation qui a été présentée par Marion, l'adaptation, également la qualité de l'air. Donc, à qui sont présentés les résultats? Donc, on a essayé de présenter des résultats détaillés en commission thématique, donc préalablement au vote du budget et du compte administratif. Donc, seule la synthèse générale a été présentée lors du conseil métropolitain, donc une fois en juillet pour le CA et là, cette fois-ci, au mois de février pour le budget primitif 2021. Donc, nous avons cette commission qui représente chacune une ou plusieurs politiques. Donc, moi, je suis allée dans chacune de ces commissions. Donc, au sein de chaque commission, on va dire la déclinaison de la méthodologie était plus ou moins avancée. Donc, lorsque cela était possible, on a également décliné le budget climatique par sous-commission, de manière à ce que chaque vice-président puisse avoir une visualisation la plus fine possible de la manière dont il contribue aux atteintes des objectifs du plan climat. Donc, pour chaque commission, donc là, vous allez le voir, donc la présentation s'articule autour de 3 axes. Voilà, donc le premier que vous voyez ici, donc, on retrouve donc, nos 3 volets, atténuation, adaptation, qualité de l'air. Et j'ai fait ressortir les actions intégrées au PCAET, aussi bien en fonctionnement et en investissement. Donc, c'est vraiment les enjeux là de la commission ou de la sous-commission par rapport au PCAET. Donc, l'exemple que je vous ai pris, c'est la sous-commission on va dire, climat-énergie. Donc, si tu peux passer, Marion. Donc ensuite, on a utilisé le modèle présenté par I4CE qui est somme toute assez synthétique et clair, donc, où on dit donc, le nombre de mesures budgétaires qui ont été analysées. On reprend les 3 camemberts, atténuation, adaptation et qualité de l'air. Et donc, on fait la balance entre les dépenses favorables d'un côté et les dépenses défavorables de l'autre. Donc là, en fait, c'est vrai que pour la direction énergie, l'analyse n'a pas été complètement finalisée. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de dépenses défavorables, mais je pense que là, en creusant encore un petit peu, on va certainement en trouver quelques-unes. Donc, voilà pour cette partie-là. Si tu peux passer, merci.
Et donc, la troisième diapositive, c'est un petit peu l'analyse qu'on a proposée avec les pistes de progrès. Donc, avec tout d'abord une précision par commission sur le niveau de maturité des indicateurs. Donc là, je vous ai présenté la direction énergie où, somme toute, j'avais déjà pu rencontrer les agents de la direction, vu que ce sont mes collègues, c'était un peu plus simple. Donc, où j'ai vraiment pu avoir des détails sur les différentes lignes budgétaires. Donc, c'est pour ça que le niveau de maturation des indicateurs, il est quand même plutôt bon. Même si, donc, effectivement, il reste encore, d'un point de vue méthodologique, certains indicateurs à finaliser. Donc, ça, c'est l'objet de la deuxième colonne. On essaye de dire, voilà, aux différentes commissions, ce sur quoi, du point de vue méthodologique, on doit travailler. Et c'est notamment pour réduire la part d'indéfini. Donc là, pour le cas concret de la direction énergie, c'est surtout sur les réseaux de chaleur où il manquait des indicateurs. Et après aussi, j'essaye de leur dire, voilà, quand j'ai des clés de répartition, à quelle fréquence on va les mettre à jour. Par exemple, est-ce que ça va être une mise à jour annuelle? Est-ce que ça va être une mise à jour au gré des marchés publics? Donc, ça peut être tous les 3 ans, tous les 4 ans, etc. Et enfin, donc la dernière colonne, c'est les pistes d'amélioration, je dirais là, d'un point de vue plus opérationnel par rapport à la trajectoire PCAET. Donc, qu'est-ce que les élus et les services, ce sur quoi ils doivent travailler pour concourir aux objectifs, et notamment de neutralité carbone, mais également, donc, comme je le disais tout à l'heure pour nous, au point de vue d'adaptation et de l'amélioration de la qualité de l'air. Donc, comme je vous l'ai dit aussi en début, la synthèse globale a été présentée au niveau du Conseil. Et ensuite, une fois que le budget a été voté, nous avons mis en ligne sur le site de l'AMEL l'ensemble de l'analyse. Donc, aussi bien la synthèse globale présentée au Conseil que ces diapos-là, par commission ou sous-commission. Donc, ça a été intégré pour l'instant sur le site internet, sur la page budget. Donc, il y a un petit lien avec un fichier s'il y en a qui veulent aller voir, je dirais, de manière un peu plus détaillée ce qui a été fait. Donc, voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Audrey pour ce retour. Donc là aussi, s'il y a des questions à venir, n'hésitez pas, on les prendra tout à l'heure en fin de webinaire. Et donc, on va passer maintenant à un autre témoignage, celui de la ville de Lille, avec Pierre Loméré, sur la question « Quel changement l'exercice a permis de susciter en interne ?» Et deuxième question, quelle différence d'approche pour l'exercice entre une ville et une métropole? Super, merci Antoine. Donc, Pierre Loméré, je suis chef de projet budget climat à la ville de Lille. Avant de répondre plus en détail à ces questions, pour recontextualiser un peu la mise en place de la démarche de budget climat à la ville de Lille. C'est un projet qui a été initié fin 2019 par une délibération. On était dans un contexte de forte volonté politique sur le sujet. C'est notamment à ce moment-là que la ville s'est engagée, s'est déclarée en état d'urgence climatique. On a donc une démarche qui s'est lancée en interne parallèlement à la construction du cadre méthodologique qui vous est présenté aujourd'hui avec I4C. Tout d'abord, on était plutôt dans une phase expérimentale. On a créé des groupes de travail sur certaines thématiques où la méthode était plutôt facile à appréhender. Par exemple, la flotte de véhicules, l'alimentation dans les cantines scolaires ou encore la maintenance des bâtiments. Un premier exercice qui avait été fait sur le CA et qui a permis de tester la méthode, sa faisabilité et aussi de la partager au plus grand nombre. Et on s'est rendu compte aussi de la masse de travail qui était importante pour mener à bien cette analyse avec la globalité des services, notamment pour récupérer les infos extra-budgétaires. Suite à ça, la ville elle a fait le choix de recruter un chef de projet du climat sur ce sujet, moi-même au sein de la direction des finances. Le fait d'être basé à la direction des finances, c'est très intéressant parce que ça va donner un certain poids à la démarche, plus que dans certaines directions qui peuvent avoir moins de poids dans la collectivité, aussi une dimension transversale qui est très intéressante. Et aussi, ça va permettre de faciliter l'intégration des indicateurs dans les outils budgétaires, car quand on n'est pas directement dans la direction des finances, on a plus de mal à se rendre compte de comment intervenir réellement dans les arbitrages budgétaires.
Alors, comme vous pouvez le voir sur cette slide, au stade actuel, on a mené une première analyse globale sur l'ensemble du BP 2021, sur la base de la méthode qui vous est présentée par F4C. Ce travail il a permis d'avoir plusieurs bénéfices dans un premier temps. On a pu améliorer et même créer un système de reporting environnemental en interne. C'est souvent quelque chose qui pêche dans les collectivités. On s'en rend compte dans tous les 3 ans quand on veut faire un bilan carbone. C'est vraiment l'étape de collecte des données qui est compliquée. Donc ça, c'est un co-bénéfice de la démarche qui est permis. Et on va également, sur ce reporting, automatiser une partie de la remontée de données à l'aide d'un outil de contrôle de gestion qui, comme il est relié à l'outil budgétaire, va nous permettre, à partir des natures et des fonctions, d'avoir une remontée automatique de ces indicateurs climatiques. Ensuite, vu qu'on a travaillé sur un budget qui était déjà construit, qui était déjà arrêté, on ne peut pas parler réellement d'outils d'aide à la décision dans un premier temps. Mais au-delà de cet objectif qui arrivera par la suite, on a tiré un bénéfice important sur l'acculturation des services au lien qu'il peut y avoir entre leurs dépenses et les impacts climatiques, lors des différents temps de travail qu'on a fait avec eux pour leur présenter la méthode et l'appliquer. Et même quand la méthode, elle n'est pas forcément exhaustive sur leur thématique et qui conduit à classer leurs dépenses en indéfini, on est dans une dynamique positive car ça va permettre de pousser à poursuivre un groupe de travail pour construire des critères et objectiver vraiment l'impact de leur projet. Donc, dans tous les cas, on est vraiment dans une démarche positive. Parce que dans certains services, on a vraiment une démarche développement durable qui est bien intégrée, mais pour d'autres, pas forcément. C'est en cela que l'outil est intéressant. Les questions budgétaires, elles vont toucher l'ensemble des services de manière transversale. Et au-delà de ça, on a une démarche qui est mise au débat dans des instances où le sujet du climat est peu mis en avant habituellement. C'est notamment le cas des commissions entre élus et services techniques qui vont précéder les conseils municipaux, où habituellement c'est un sujet qu'on traite au sein de la commission de transition écologique. Mais grâce à cette démarche, on va présenter les indicateurs et présenter la méthode dans les autres commissions et ainsi créer du débat sur ces sujets-là. On peut passer à la slide suivante, Antoine. Un autre changement important qu'on veut susciter avec cette démarche en interne, c'est qu'on veut vraiment changer la manière qu'on va construire le budget et vraiment changer le cycle budgétaire. La volonté de nos élus, c'est vraiment qu'à chaque étape du cycle budgétaire que vous pouvez voir ici, on ait un accompagnement de ces indicateurs de l'analyse par le budget climat. Quelque chose qu'on a entériné dans le règlement financier de la ville. Et on peut voir, vous pouvez voir sur la slide que depuis la première étape de construction du budget, qui est la lettre de cadrage, où on va indiquer aux services de quelle manière, quelles orientations ils doivent faire leurs propositions budgétaires, jusqu'aux arbitrages techniques et jusqu'au vote du budget, on va intégrer ces indicateurs pour qu'ils soient pris en compte et qu'ils pèsent au maximum dans les arbitrages. Et au-delà de cette analyse qui est faite dans le cadre de la construction d'un BP, donc un budget qui va être prévisionnel, il est aussi important de mener une analyse sur le compte administratif, car c'est correspond aux dépenses qui vont être réellement exécutées. C'est bien d'avoir un budget prévisionnel où on intègre ces enjeux, mais il faut aussi qu'il soit réellement exécuté in fine. La diapositive suivante. L'autre question que je vais développer rapidement, c'est sur l'articulation de la démarche sur le territoire entre l'échelon à la fois communal et l'échelon métropolitain, donc intercommunal. Le premier point qu'il y a à noter, c'est qu'entre une analyse réalisée sur une commune et sur une intercommunalité, ici j'ai pris l'exemple de la métropole européenne de Lille, on va avoir mécaniquement des résultats qui vont être assez différents. Ici, on peut voir sur le budget de la métropole, on a une grande part qui est très favorable, qui est due à ses compétences propres, qui est la gestion et le développement du réseau de transport, notamment le métro, les transports en commun, ont par nature représenté des dépenses très favorables pour le climat. Au-delà de ça, l'échelon intercommunal possède aussi les compétences liées aux déchets, avec les compétences de recyclage et de valorisation, également les compétences liées à la voirie et à l'espace public, et notamment la construction des pistes cyclables. C'est pourquoi, au sein
c'est aussi pourquoi il est peu pertinent de comparer l'échelon intercommunal et l'échelon communal, car on a ces différences de compétences qui vont modifier les résultats. Au niveau communal, à contrario, on a plutôt une prédominance des dépenses liées à l'éducation, plus des dépenses sociales, à la solidarité, à la culture, au sport, avec une partie importante qui est indéfinie, qui correspond aussi à un montant important lié à des subventions. Ces subventions qu'on a mis dans un premier temps en indéfini, car on va essayer de travailler à des critères d'éco-conditionnalité notamment, pour pouvoir objectiver si oui ou non ces aides accordées concourent ou non à la transition sur le territoire. Et on a également une partie importante d'indéfini sur la commune, qui est liée à la masse salariale, qui est beaucoup plus importante pour une commune que pour une interco, par ses compétences. Et cette masse salariale, qui au stade actuel ne veut pas être coloriée entièrement grâce à cette méthode. Et il y a évidemment des sujets qui sont communs aux intercos et aux communes, tels que les projets d'aménagement, où là, il va falloir travailler ensemble pour établir une méthode, notamment pour juger, pour objectiver de manière transversale l'impact que peuvent avoir ces projets. Sur le dernier point de mon intervention, un des objectifs de la démarche qui a été portée par I4C, c'est pourquoi on a ce webinaire aujourd'hui. On aimerait diffuser la démarche et l'outil au plus grand nombre et que un maximum de collectivités s'en emparent. Et c'est aussi la démarche qu'on voulait mener sur le territoire avec la MEL et la ville de Lille. La MEL, à travers son PCAET, son plan climat, va porter la stratégie et les objectifs climat du territoire. C'est des objectifs qui vont être déclinés dans les différentes communes, notamment à la ville de Lille. On a décliné ça dans un pacte lillois pour le climat. Et le budget climat, en tant qu'action même de ce plan climat, il va être présenté à toutes les communes du territoire à travers les instances de dialogue habituelles, notamment un nouveau pacte de gouvernance qui est mis en débat avec les maires, notamment à travers les conseils des maires et aussi la conférence métropolitaine des maires. Cet outil leur sera présenté et pour les communes qui seront volontaires à s'engager dans la démarche, la MEL, conjointement à la ville de Lille, portera des groupes de travail en fin d'année pour diffuser cette méthode vraiment d'un point de vue technique, les bonnes pratiques et assurera un portage technique pour accompagner les communes et même les petites communes qui n'ont pas forcément l'ingénierie et les moyens humains pour mener une démarche de ce type. Et au-delà de cette diffusion au sein des différentes communes, on a également prévu d'intégrer les citoyens à la démarche en présentant le budget climat dans les conseils de quartier, mais aussi à travers une instance qui va être mise en place qui s'appelle le Haut Conseil métropolitain pour le climat, qui va rassembler des citoyens, des acteurs des socio-économiques et des scientifiques. Ça peut être vraiment intéressant une émulsion de tous les acteurs autour de cet outil. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation de la dynamique qui est engagée sur le territoire lillois actuellement en termes de diffusion de la démarche. Donc, beaucoup de questions qui arrivent, on continue de les rassembler. D'ores et déjà, je vous informe qu'il y en a un grand nombre auxquels on va répondre tout à l'heure. Celles qui ne trouveront pas de temps de réponse intégreront de toute façon la foire aux questions que nous allons mettre en ligne par la suite. Donc, pour ne pas perdre de temps, je vais passer la parole à l'intervenante suivante, Madame Raphaëlle Leboucher, de la métropole du Grand Lyon, autour de la question de l'indéfini. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut le réduire par la suite? Oui, merci. Bonjour à tous. Du coup, après donc, toutes ces contributions autour du rayonnement politique et organisationnel, moi, je vais revenir sur une thématique beaucoup plus pragmatique, donc la question des indéfinis. Donc, c'est une catégorie qui vise à regrouper toutes les dépenses qui ont peut-être un impact climat, soit en totalité, soit en partie. Mais du coup, le manque d'informations nous empêche de préciser ces catégories ou les montants qui sont affectés. Donc, on en a déjà un petit peu parlé, notamment sur la ville de Lille. Pour la métropole de Lyon et pour de nombreuses collectivités, la masse salariale représente une part importante de cet indéfini. Pour nous, c'est à peu près un tiers de notre indéfini parce que du coup, la méthode nous
permet de classer des métiers qui ont un lien direct avec la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme par exemple l'équipe du plan climat. Mais pour autant, il y a beaucoup de fonctions support qui permettent d'assurer ces missions et qu'elles ne peut pas classifier. Donc, d'où cette part très importante. Un autre exemple qui nous pose problème, c'est la question des opérations d'aménagement. Donc, j'ai mis un petit exemple là de ce qu'on pourrait trouver dans notre base budgétaire, donc avec des lignes qui, pour nous, quand on fait le travail en chambre, sont assez obscures. Donc, on est content. On a ZAC Lyon-Part-Dieu. On a à peu près 300 projets portés par la métropole de ce type. Et on a une opération unique, alors que nous, le travail qu'on doit réaliser, c'est réussir à classifier en fait cette dépense, donc au prorata de différentes choses. Donc, est-ce qu'à l'intérieur de cette enveloppe, est-ce qu'il y a de la requalification de voirie, est-ce qu'il y a de la création de pistes cyclables, la plantation d'arbres, etc. Donc, qui sont des opérations favorables, ou bien au contraire des dépenses qui sont défavorables. Est-ce que dans cette opération, qu'est-ce qui relève de la création de parking, de la construction de routes, etc. Donc, c'est assez complexe quand on fait l'opération le travail pardon, sans aller vers les opérationnels, et ça crée donc cette part indépendante importante d'indéfini. Tu peux avancer, Marion. Du coup, comment réduire cet indéfini quand on peut, c'est en allant chercher l'information à la source. Donc, ça dépend beaucoup de la taille de la collectivité. Donc, comme je vous le disais, nous, on a à peu près 300 projets juste sur la question de l'aménagement. Ça dépend aussi s'il existe ou non des indicateurs. Donc, il y en a quelques-uns qui ont été évoqués lors des précédentes interventions. Et du coup, l'objectif, c'est d'essayer de progresser, en fait, au fil des années, comme ça a été présenté aussi, donc de faire de mieux en mieux. On peut aussi utiliser des ratios, des clés de répartition. Donc, pour revenir encore sur l'exemple des opérations d'aménagement, on sait que nos collègues chefs de projet ne peuvent pas en fait construire leur budget en fonction de nos hypothèses structurantes, des indicateurs qui nous parlent. Du coup, une solution, c'est d'identifier des indicateurs projets dont eux disposent, par exemple le nombre d'arbres plantés dans leur projet, le linéaire de pistes cyclables. Après, travailler sur des ratios, donc à l'échelle de la métropole, on sait que globalement, un arbre planté, ça coûte tant. Et du coup, ça nous permet de faire des estimations un peu grosse maille pour classer après une partie de la dépense. Ensuite, donc, les collègues des autres collectivités en ont parlé. On peut aussi définir des indicateurs dès la construction du budget. C'est plus ou moins facile selon les domaines. On est en train d'y réfléchir, notamment au niveau des achats, avec la définition de critères liés à l'analyse du cycle de vie, des choses comme ça. Mais ça se met progressivement en place. Donc, en conclusion, du coup, il faut garder en tête le fait de pouvoir progresser pas à pas. Donc, c'est un exercice qui est itératif, qu'il faut renouveler. Il faut essayer d'intégrer la réflexion le plus en amont possible auprès des opérationnels. Par contre, ça nécessite des moyens, du temps. Donc, dans certaines collectivités, il y a des personnes qui sont dédiées à cette mission. Nous, au niveau de la métropole, on porte le projet avec plusieurs services, mais au final, c'est du temps masqué, comme l'évoquait Hugo à la ville de Paris. Donc, nous, on l'a rajouté en fait à nos missions. Et il faut, voilà, du coup, réviser un petit peu ses ambitions et accepter de ne pas pouvoir tout classer en se focalisant surtout sur les secteurs qui ont un fort impact carbone, ou aussi les secteurs où la métropole ou les collectivités doivent être exemplaires. Et pour terminer, je reprendrai une des conclusions d'I4C qui est la destination, c'est le chemin qui compte. Donc, réinsister sur cet aspect pédagogie auprès des équipes. Quand on a justement le temps, la possibilité d'aller les voir, c'est plus la réflexion qui est intéressante que la possibilité de classer. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette présentation. Dernier intervenant, témoin, c'est Michael Lux, responsable de la mission Plan Climat à l'Eurométropole de Strasbourg, autour de que faire des résultats et quel lien avec d'autres outils de suivi et d'évaluation qui peuvent être utilisés et mobilisés.
Oui, merci. Alors, effectivement, moi, je travaille à la Direction générale des services à la fois pour la ville et pour l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, Marion, on peut enchaîner sur la diapo suivante. Alors, nous, à Strasbourg, en fait, on a fait le test à la fois pour la ville et l'Eurométropole. En fait, on a fait deux tests. On a fait d'abord sur les comptes administratifs 2019 pour la ville et pour l'Eurométropole, fonctionnement plus investissement. Donc là, on a pris la totalité et pour chacun, on a pris à la fois le budget principal plus les budgets annexes. Donc là, on a vraiment fait le calcul le plus complet possible. Et puis, donc ça, on l'a fait plutôt en chambre, comme ce qui a été dit précédemment. Et puis là, cette année, on est en train de tester le budget prévisionnel 2021, donc qui sera présenté demain en Conseil Eurométropole. Donc là, pareil, pour la ville et pour l'Eurométropole, mais cette fois-ci uniquement sur la section investissement. Donc là, on a des choses qui sont plus faciles, notamment, vous voyez un petit peu la part des indéfinis qui est sur le graphique en blanc, là, côté ville et Eurométropole. En fait, quand on enlève la partie fonctionnement, on se retrouve avec des choses en indéfini qui sont beaucoup plus faibles, hein, de l'ordre de 5-7% à chaque fois. Et là, ce qu'on va faire, c'est se concentrer sur la partie un peu rouge Bordeaux, rouge Bourgogne, selon les affinités, sur la partie défavorable. Donc Marion, on peut faire un focus sur la partie défavorable. Qu'est-ce qu'on trouve dans le défavorable? Marion l'a évoqué un petit peu à travers la méthodologie. Alors, là, j'ai fait un mélange entre les dépenses qu'on retrouve au niveau d'une ville et au niveau d'un EPCI. On peut retrouver des choses concernant l'achat de véhicules diesel, essence ou peu performants. Et en fait, on va voir que pour chacune des types de dépenses, il y a des fois, on a des exemples pratiques et des choses sur lesquelles on arrive à se dépatouiller avec un plan B. Et puis des fois, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc là, par exemple, achat de véhicules diesel. Là, du coup, pour nous, on sait qu'aujourd'hui, c'est une dépense défavorable, mais c'est une dépense qui diminue, puisque dans le cadre de la mise en place d'une zone à faible émission, on a un plan véhicule propre pour une sortie du diesel assez rapide. Donc du coup, toutes ces dépenses liées aux achats vont petit à petit diminuer. Donc là, on sait qu'on a quelque chose pour faire baisser cette part de défavorable. Pour les poubelles bleues, c'est-à-dire la part non valorisable des ordures ménagères, là pareil, on est dans une politique zéro déchet, donc on sait qu'il en reste aujourd'hui, mais c'est une part qui va diminuer. Ça rejoint aussi une des questions que j'ai vu passer là sur finalement qu'est-ce qu'on fait si jamais on a de la part vélo, enfin si à l'intérieur des voiries, on met du vélo, en fait, on sort la part vélo des voiries et on la classe en très favorable et le restant, on considère que c'est de la route. Là, c'est un petit peu pareil dans les déchets. On est capable d'aller très très loin en disant la part des déchetteries, la part des poubelles plastique, papier, etc., valorisables, tout ça, on est capable de le sortir et donc en défavorable, il ne reste vraiment plus que ce qui est non valorisable. Donc là, on a des solutions. Une partie des dépenses informatiques. Bon, là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, pour les écoles, tous les tableaux numériques, l'achat de postes informatiques, etc. Là, c'est un petit peu plus compliqué. On reste dans du défavorable, hein. C'est toujours beaucoup plus de matériaux, beaucoup plus de consommation électrique, etc. Et là, du coup, on se retrouve avec des réponses partielles. C'est-à-dire qu'on peut acheter du matériel performant, mais encore faut-il bien définir ce que c'est qu'un matériel performant, parce que ça reste quand même de la consommation électrique en plus. Et puis, on peut avoir une réponse partielle aussi avec une feuille de route numérique responsable, mais ça n'empêche pas que ça n'évite pas les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, on est sur une partie défavorable qui est plus difficile à traiter. Et puis enfin, il y a des postes défavorables sur lesquels on n'a pas forcément de réponse, sur la voirie, sur les parkings, sur les aménagements de zones commerciales, etc. Donc des dépenses qu'on a eues chez nous dans nos budgets. Là, en gros, là, c'est un débat carrément politique sur à la fois l'usage de la voirie et des finances, puisque là, encore une fois, l'idée, c'est pas de faire disparaître toutes les dépenses défavorables, mais c'est de regarder finalement le poids de toutes ces défavorables et comment est-ce qu'on peut essayer de les faire baisser. Donc là, pas forcément de réponse sur cette partie-là. Qu'est-ce qu'on peut faire des résultats encore? Rapidement, on peut les intégrer dans le référentiel 2021 de Citergy, hein, pour ceux qui sont lancés. Vous savez qu'il y a plusieurs actions sur lesquelles on demande finalement quelle est la part de financement sur les actions climat, air, énergie, etc. Et puis également la part du budget qui est consacré à des actions de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut très très bien intégrer les résultats de la méthode I4CE dans le référentiel Citergy. Et puis enfin, on peut passer à la diapo suivante. Et je terminerai par ça. Si on élargit les critères, ça fait aussi partie des réponses que j'ai vues des questions que j'ai vues dans le chat en se disant mais c'est un petit peu restrictif de ne considérer que la partie climat. Alors nous, on a essayé cette fois-ci d'élargir mais à 360 degrés en ventilant également, ça c'est mon collègue qui a fait ça sur le BP 2021 pour la partie investissement. Donc là, je vous ai mis par exemple que l'Eurométropole. Qu'est-ce qui se passe si on ventile ce budget selon les 17 ODD?
Et là, on se rend compte schématiquement que sur la partie gauche, en jaune-orangé, on retrouve énormément de choses de dépenses Eurométropole sur tout ce qui est ville et communauté durable. Donc là, c'est logique, hein, c'est les dépenses d'aménagement, d'urbanisme, de transport, de choses comme ça. Donc on les retrouve dans les compétences de la métropole. Et puis on retrouve également, plutôt vers la droite, en Bordeaux, l'ODD 8 sur le travail décent et la croissance économique, et puis également sur le 9, industrie, innovation, infrastructure, donc tout ce qui est développement éco et associé. Et également tout ce qui concerne les grosses dépenses d'infrastructures énergétiques. Donc voilà, on retrouve ça. Après, ce n'est pas forcément plus facile à lire quand on a un multicritère comme ça, parce qu'effectivement, on a une partie sur justice sociale, on a une partie sur l'éducation, une partie sur la pauvreté, une partie sur la croissance économique. Mais on se rend compte aussi qu'à multiplier l'ensemble des indicateurs, là on a finalement un radar avec 17 branches, on arrive à avoir quelque chose qui est plus difficilement interprétable, avec notamment la question du défavorable, parce que dans la ventilation aujourd'hui par ODD, on n'a pas de poste forcément défavorable. Donc ça fait partie également des pistes d'amélioration sur la lecture de notre budget. Voilà sur le retour d'expérience de Strasbourg. Merci beaucoup, Mickaël, pour ce témoignage. Je vais reprendre la main juste avant de passer aux questions qui ont été nombreuses que vous avez postées dans le chat. Donc, vous rappelez d'une part les différentes ressources qui sont disponibles autour de la méthodologie, qui sont donc placées sous licence Creative Commons et donc appropriables. C'est la diapo suivante. Marion, voilà. Donc, d'une part, c'est les différentes ressources qui ont été listées, guide méthodologique, les annexes techniques, le tableur Excel qui est disponible gratuitement et téléchargeable en ligne également sur la même page. C'était une question posée dans le chat. Donc, ce webinaire qui est enregistré et qui sera en replay, ainsi que le suivant. Beaucoup de questions pour nous demander également si le support de diaporama pourrait être disponible. Donc, on va le rendre disponible également sur cette page ressources pour que chacun puisse y avoir accès. Donc, ce qui a été dit effectivement juste avant par Mickaël, Luc, c'est cette prise en compte dans le référentiel Citergy avec un temps de formation de la communauté des conseillers Citergy qui a été proposé tout récemment et qui doit donc favoriser également l'essaimage de cette méthodologie. Et puis les réseaux de collectivités qui vont engager la mise en place de groupes de travail et d'échanges entre collectivités autour de ce sujet. France Urbaine l'a décidé, peut-être d'autres par la suite. Et puis enfin, les compléments méthodologiques qui sont également envisagés. Il y a une question qui a été posée sur les différentes nomenclatures comptables qui sont utilisées, et notamment, on doit engager prochainement un travail de co-construction sur l'adaptation de la méthodologie en M71 avec plusieurs régions. Voilà, c'est un des projets 2021 qui permettra effectivement cette adaptation à la nomenclature M71 utilisée par les régions. Les différentes ressources donc sont là, la foire aux questions à venir après les 2 webinaires atténuation et adaptation, le replay des assises, qui sont donc tout ça mis à disposition pour pouvoir s'approprier la méthode. Voilà ces derniers points que je souhaitais vous présenter. Merci pour votre attention, mais ce n'est pas fini. Les questions ont été nombreuses et donc je vais essayer de les regrouper avec l'aide de Morgane, Nicole et de Marion Feutet et de pouvoir y répondre au maximum. Je vous l'ai dit, les questions qui n'auront pas pu être abordées là, on les a notées et ça permettra d'y apporter des éléments de réponse, notamment dans la foire aux questions qui sera mise en ligne prochainement. Alors, je vais à peu près les prendre dans l'ordre d'arrivée. Il y a eu plusieurs fois des questions sur l'expérience de la ville d'Oslo et de son budget climat qui a été posée, et donc de la différence méthodologique avec la méthode d'évaluation climat des budgets locaux que nous avons présentée. Alors, Morgane ou Marion, je ne sais pas qui souhaitait plutôt prendre la réponse. Je crois qu'il y a la ville d'Issy-les-Moulineaux qui expérimente également cette méthodologie.
Alors, petite du coup précision, ça nous permet de préciser qu'est-ce que un budget climat. Enfin, on parle souvent de budget vert pour parler de plein de choses différentes, et notamment concernant l'initiative d'Oslo. C'est l'initiative qui est en cours depuis 2015. On parle de budget climat. Et certains parlent aussi de budget climat concernant la méthodologie là, dont on parle aujourd'hui, et pourtant c'est deux choses qui sont complètement différentes. L'initiative d'Oslo, celle qui existe depuis 2015, consiste à faire en fait un budget carbone avec la définition de quotas d'émissions à un certain horizon, et puis la définition de trajectoires sectorielles pour atteindre ces quotas de CO2 sur le territoire. Donc on est vraiment sur de la prospective, de la scénarisation de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est complètement différent de cet exercice qui est bien une évaluation du budget de la collectivité sous un angle climatique. Et pour information, en fait, Oslo, depuis cette année, alors je ne crois pas que les résultats soient publics pour l'instant, réalise en plus de son budget carbone une évaluation climat de son budget. Donc voilà, donc c'est vraiment pour vous dire que les deux exercices sont bien complémentaires, différents et complémentaires, puisque Oslo fait les deux cette année. Antoine, ton micro. Excusez-moi, le micro était coupé. Les aléas du direct, comme on dit. Donc, autre question sur les objectifs de la méthodologie d'évaluation climat des budgets. C'est arrivé plusieurs fois, cette question sur est-ce qu'on est vraiment sur un outil qui permet de l'aide à la décision, qui favorise les arbitrages budgétaires, de prioriser. Là aussi, peut-être Morgane, quelques points de précision sur l'intention derrière la méthode. Oui, alors l'objectif ici, on est vraiment bien sur un objectif de passer au crible l'ensemble du budget, l'ensemble des dépenses d'une collectivité pour se questionner sur est-ce qu'il y a un enjeu ou pas lié au climat sur cette dépense. C'est vraiment l'idée, c'est d'avoir une vision sur l'ensemble des dépenses, donc une vision assez macro finalement, et d'identifier là où il y a des enjeux, là où il y a des questions qui doivent être posées, etc. Et on est bien sur une analyse ligne par ligne. Aujourd'hui, un exercice d'évaluation climat du budget ne nous permet pas de dire si la collectivité en question est alignée ou non sur une trajectoire de neutralité carbone. Parce que pour ça, il faudrait une cible, et cette cible ne peut être définie que territoire par territoire, c'est-à-dire via la définition d'une trajectoire de neutralité carbone pour le territoire, puis la traduction de cette trajectoire en un chiffrage du budget qu'il faudrait associer, de comment est-ce que ça transformerait le budget de la collectivité d'arriver à cet objectif. Donc, tout ça pour dire qu'on n'en est pas là, et qu'aujourd'hui, cette méthodologie, elle a déjà le mérite de permettre de mettre en lumière les dépenses sur lesquelles il y a des enjeux, quels que soient les services concernés de la collectivité, quels que soient les objectifs de politique publique concernés par ces dépenses, parce que les enjeux climat, l'objectif c'est vraiment de transversaliser ces questionnements et que ça dépasse les questionnements qu'on peut avoir par ailleurs sur la stratégie climat, etc. etc. C'est une manière, une manière d'enclencher ou de faire remonter un processus de questionnement transversal entre services et entre élus sur ces enjeux climat, quelles que soient les dépenses. Merci Morgane. Derrière, la question suivante rejoint ce que tu viens de dire. Est-ce que les directeurs financiers des territoires s'emparent de la méthode? C'est véritablement un des objectifs de cet exercice, c'est qu'il y ait un dialogue autour de la construction du budget entre les chefs de projet en charge de la transition climatique, écologique et les directeurs financiers, et favoriser cette transversalisation via ces fonctions support que sont la préparation du budget, comme on peut trouver la même chose autour des politiques d'achat responsable, par exemple, où il y a un enjeu à faire passer ces questionnements autour des enjeux d'achat. Autre question.
peut-être deux points complémentaires, Antoine, là-dessus, parce qu'on nous pose souvent aussi la question sur la limite du fait des actions de sobriété. En fait, toutes les dépenses qui ne sont pas faites n'apparaissent pas dans ce type d'exercice. Par définition, là, on regarde le budget, donc tout ce qui n'entre pas dans le budget n'entre pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ça ne veut pas dire qu'on considère que ce n'est pas des actions qui sont très importantes. Elles sont très importantes, mais pour pouvoir le suivre, il faudrait un autre outil à côté, complémentaire. Donc cet outil n'est pas un outil miracle qui va permettre de tout piloter et de prendre les décisions tout seul. Cet outil sert à mettre la lumière sur les dépenses sur lesquelles il y a des enjeux et ça vaut le coup de se questionner. Et parfois, ça peut amener à se dire qu'il faudrait une analyse plus fine de l'impact climat de telles dépenses très structurantes pour la collectivité. Et dans ce cas-là, on peut avoir besoin d'aller plus loin dans l'analyse de l'impact. Peut-être pour prolonger sur cette dimension, comment s'équilibrent les choses? Est-ce qu'il y a une dimension, on peut rechercher à compenser des actions qui seraient négatives par des actions positives ou qui seraient colorées vertes dans le budget? C'est une question qui a été posée. Par exemple, une collectivité pourrait développer des ENR sans jamais faire de rénovation énergétique et consommer ainsi toujours plus d'énergie. Est-ce que ce serait du coup affiché comme favorable? Est-ce qu'on n'est pas là sur une limite par rapport à l'objectif de trajectoire de neutralité carbone? Là aussi, la réponse, elle est sur le fait qu'on ne se prononce pas sur est-ce que le budget de la collectivité est bien ou mal. Cet exercice ne permet pas de le faire. Ce serait possible de le faire si on avait une cible de budget compatible neutre en carbone spécifique au territoire, parce que les territoires sont différents les uns des autres, les enjeux sont différents. Et donc, comme on n'a pas cette cible, ce n'est pas l'objectif de cet outil. Merci. C'est un petit peu au kilomètre, on s'en excuse, mais on enchaîne un petit peu. Je vais peut-être poser une question là qui interpellera peut-être plus directement les collectivités qui ont témoigné, notamment sur le passage de l'exercice sur des comptes administratifs à la préparation du budget, et donc faire une application exemptée finalement du budget. Est-ce que il y a un exercice, un travail qui est différent à faire? Qu'est-ce que ça induit comme différence dans l'application de la méthode? Je ne sais pas qui parmi vous souhaiterait répondre sur cette question. Le premier qui… Bon, moi, je veux bien répondre. Merci beaucoup. Audrey Delmar de l'AMEL. Donc, en fait, bon, effectivement, la méthodologie est la même. Après, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, pour le BP 2021, il y a des thématiques pour lesquelles il n'est pas évident de savoir, notamment, par exemple, en fonctionnement. Par exemple, si je prends un exemple simple, nous, on avait travaillé sur le budget aussi annexe de l'eau et de l'assainissement. En fait, on a classé différemment nos boues d'épuration en fonction qu'elles soient épandues ou qu'elles soient enfouies parce qu'elles étaient polluées. On ne peut pas savoir à l'avance, au niveau de l'année à venir, la proportion de boues polluées qu'on va avoir ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris en fait les données qui étaient dans le RAPQ qui a été publié par les services. Donc, effectivement, là, on n'est pas sur de la projection. Donc, quand on peut le faire, notamment sur des projets d'investissement, bon, bah là, on connaît les objectifs, on sait un petit peu à l'avance comment on peut les répartir. Par contre, il y a certaines lignes sur lesquelles nous, on a utilisé les données des années précédentes pour pouvoir les colorer. Merci Audrey. Est-ce qu'il y a un autre témoignage éventuellement sur l'exercice?
Je peux ajouter juste un tout petit complément sur les aspects prévisionnels à la ville de De la ville Paris. de Lille, Paris. De la ville Paris. de Paris. Pardon. Mais non, nous, on est en train de faire l'exercice sur notre projet pluriannuel d'investissement. La petite particularité aussi d'un point de vue méthodologique sur l'aspect prévisionnel et particulièrement d'investissement, c'est on ne peut pas s'appuyer sur les natures comptables, contrairement à ce que l'on fait sur le compte administratif, puisque les dépenses sont déjà réalisées. Donc, ça nécessite une petite adaptation méthodologique, mais qui pour l'instant en fait ne nous pose pas réellement problème, puisque comme c'était rappelé précédemment par Audrey, sur les projets d'investissement, on sait un petit peu où on va, et en fait la nature est moins pertinente que lorsqu'on évalue une dépense de fonctionnement. Merci. Mickaël, tu voulais ajouter Ouais, quelque chose? Ouais, peut-être juste rapidement, nous on s'est rendu compte aussi que des fois c'est compliqué de courir après les données. Donc cette année, pour la première fois, on a anticipé, on a créé une autorisation de programme qui s'appelle Vélo, dans lequel on va classer toutes les dépenses liées à la politique cyclable, que ce soit aussi bien l'achat d'arceaux, des kilomètres de voirie, de la peinture pour les bandes cyclables, que ce soit des ateliers de réparation, des subventions de fonctionnement pour les associations vélo, etc. Et du coup, le fait de créer une AP comme ça dès le début de l'année, spécifique sur le programme vélo, ça nous permet finalement d'avoir beaucoup plus rapidement une lecture budgétaire sur cet impact-là. Donc je pense que c'est aussi un des points forts de la méthode, c'est quand on se rend compte que c'est un peu galère d'aller chercher les méthodes à droite à gauche, on crée des enveloppes spécifiques sur des focus qui nous intéressent, et du coup après c'est beaucoup plus facile de les rentrer ou les automatiser dans le logiciel comptable. Merci, Mickaël. Du coup, dans les questions qu'il reste, on va essayer d'arrêter la session de questions-réponses d'ici 2-3 minutes. Je voyais notamment pour une question sur la quantification des émissions de CO2 qui n'apparaît pas dans la méthodologie. Peut-être expliquer pourquoi on n'est pas dans cette logique-là avec cette méthode. Morgane? Oui. Alors, on a choisi pour cette méthode-là de ne pas aller sur de la quantification des émissions de CO2 parce que, tout simplement parce que faire ce travail de quantification des émissions de gaz à effet de serre et des émissions évitées sur l'ensemble des lignes d'un budget, donc plusieurs milliers de lignes, ça représente un travail faramineux pour lequel, finalement, vis-à-vis de l'objectif de ce travail-là, ça ne nous semble pas nécessaire de passer par là. Et donc, c'est beaucoup plus simple, plus pragmatique, en tout cas on trouve, pour cette vision macro sur l'ensemble du budget, de passer par une taxonomie d'action, une taxonomie qui donne pour chaque type d'action, est-ce qu'on peut le classer en très favorable, favorable, neutre ou défavorable, voilà, plutôt que de passer par un calcul en émission de GES. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, ça peut être complété pour les projets structurants, par exemple les projets d'aménagement, par un calcul des émissions de gaz à effet de serre, notamment par exemple entre différentes options d'aménagement, pour pouvoir choisir, prioriser, choisir entre deux options de projet, pour pouvoir justifier ou non un projet, etc. etc. Mais ce n'est pas, encore une fois, l'objectif de ce travail-là. Donc voilà, donc l'objectif, c'était d'avoir une méthodologie qui soit pragmatique, qui ne prenne pas trop de temps, même si ça prend déjà du temps, et du coup, ne pas transformer cette évaluation en une usine à gaz, sans mauvais jeu de mots. Merci Morgane. Peut-être deux dernières questions qui sont remontées. D'une part, du coup je l'ai perdu, pardon. Oui, une question sur la nomenclature M14 et la question de la taille des collectivités, puisqu'effectivement les 5 collectivités témoins sont plutôt des grosses collectivités du bloc communal. Et est-ce que cette méthode est appropriable par des collectivités de taille plus petite? Et ça pose la question de la réplicabilité et également la réplicabilité à l'étranger potentiellement. Peut-être Marion, je te laisse répondre sur ces deux questions. Alors, sur la question de la taille des collectivités, ce qu'on pense, c'est que plus la collectivité est petite, moins il va y avoir besoin de remontée d'informations, ou en tout cas, plus ce sera facile de les obtenir. Donc, c'est pour ça qu'on pense que la méthode est réplicable dans des collectivités de plus petite taille.
pour celles qui n'ont pas forcément la nomenclature en M57 ou qui n'ont pas forcément le cadre comptable avec la fonction budgétaire, en fait, la méthodologie avec la taxonomie d'action, c'est vraiment ça le cœur de la méthodologie. Et donc finalement, la nomenclature en M57, donc le fichier Excel qui détaille la nature et la fonction, va permettre d'accélérer l'application de la méthodologie, mais ne va pas donner le classement en tant que tel des résultats. Donc finalement, ce qui est le cœur de la méthodologie, c'est vraiment les hypothèses structurantes, cette taxonomie d'action. Et cette taxonomie d'action, elle est clairement applicable à toute taille de collectivité. Sur la réplicabilité à l'étranger, finalement, c'est un peu la même réponse. C'est-à-dire que le concept et les hypothèses structurantes sont applicables à l'étranger. De la même manière, dans les collectivités locales, elles peuvent mener la démarche similairement aux collectivités françaises. Par contre, ça pose la question du référentiel parce que cette méthodologie qu'on a construite, elle est basée sur la stratégie nationale bas carbone, sur la SNBC. Tous les pays n'en ont pas. Donc, il va falloir questionner quelles références à l'étranger ces pays peuvent prendre sur la neutralité carbone. Ah, Antoine, on ne t'entend pas. Pardon, je recommence. Merci beaucoup Marion. Écoutez, il est 15h33. On arrive au bout de ce webinaire technique dédié à la méthodologie d'évaluation climat des budgets des collectivités sur la partie donc, atténuation des impacts. Et donc, je vais tout simplement résumer en disant que cette méthodologie, c'est un outil qui ne permet pas tout véritablement, qui ne se substitue pas à d'autres instruments de suivi, de pilotage, notamment les indicateurs qui peuvent être mis en place autour de la mise en œuvre des plans climat, air, énergie territoriaux sur les intercommunalités. Ce n'est pas un suivi de budget carbone, ce n'est pas un calcul des impacts de gaz à effet de serre, mais néanmoins une méthodologie qui permet d'apporter un éclairage et une qualification de l'ensemble des dépenses pour les décideurs et dont l'un des buts premiers, c'est bien de transversaliser ce sujet climat à l'ensemble des élus et des services d'une collectivité. Voilà les grands messages et retours d'expérience qu'on pouvait faire sur cette méthodologie. Il y aura donc une suite. Le deuxième volet sur l'adaptation le 13 avril prochain, un nouveau webinaire qui sera co-organisé avec le partenariat de France Urbaine et de l'AMF qu'on remercie pour leur intérêt et leur soutien autour de cette expérimentation. Et donc, l'ensemble des ressources toujours disponibles, le replay du webinaire et donc le support diaporama qui seront mis à disposition et les questions qui n'ont pas pu trouver de réponse en direct ici, qui pourront être ajoutées à la foire aux questions qui sera mise en ligne prochainement sur notre site également. Il me reste à vous remercier de votre attention, remercier tout particulièrement nos intervenants témoins des 5 collectivités qui ont co-construit cette méthodologie avec Marion et Morgane, et puis bien sûr Marion Feutet et Morgane Nicole de l'équipe d'i4C pour ce temps, et également Pauline Boulez de d'i4C pour l'appui technique et la mise en place de ce webinaire. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée et j'espère à très bientôt. Au revoir à tous.